Bonjour. Vous publiez Le patron, le footballeur et le smicard aux éditions Dialogue, un livre dans lequel vous posez la question de la juste rémunération du travail. Quel a été le point de départ de cet ouvrage, l'idée première? Alors il y en a deux, ça fait très longtemps que je m'intéresse au travail et à sa valeur, donc c'est quelque chose depuis une dizaine d'années, je suis très intéressé par le sujet. Mais le déclic, ça a été le 25 janvier 2010, en regardant une émission de télévision sur TF1, lors d'un débat assez connu maintenant entre un cégétiste et le président de la République actuel. Le cégétiste avait interpellé le président de la République en lui disant ça ne vous choque pas, vous, ces salaires mirobolants des patrons du CAC 40? Et le président de la République avait répondu moi, ce qui me choque, c'est le salaire des footballeurs. Et alors je me suis dit, tiens, ça c'est une question très intéressante. Est-ce que les patrons de grands groupes sont trop payés? Est-ce que les footballeurs sont trop payés? Et qu'est-ce qui fait qu'on donne autant à ces gens-là? Parce que si on arrive à décortiquer la façon dont on rémunère les grands patrons, les footballeurs, les traders et autres très très hautes rémunérations, ça va peut-être nous éclairer sur la valeur du travail et sa rémunération aujourd'hui en France pour tous les autres. Comment expliquer l'écart croissant entre les salaires des grands patrons et celui des simples employés? Est-il légitime? Alors il y a deux parties dans votre question. Cet accroissement des inégalités entre le haut de la pyramide des rémunérations et la base de la pyramide des rémunérations s'explique essentiellement par la financiarisation de l'économie mondiale et française en particulier. À partir du milieu des années 90, sous le biais de la mondialisation, des privatisations, de la recherche effrénée du profit uniquement financier, on a eu un accroissement des rémunérations en France. Est-il légitime? Là, c'est la vraie question. Ça dépend. Je pense qu'un patron en particulier de PME, de TPE, doit être rémunéré à sa juste valeur parce qu'il crée de la richesse, il crée de l'emploi, il a pris des risques avec son propre capital. Et je pense que d'ailleurs la majorité de ces petits patrons d'entreprise ne sont pas si bien payés que ça dans notre pays. Je pense qu'un patron de grand groupe qui a de grosses responsabilités doit être très bien payé. Par contre, ce que je critique fortement dans mon livre, mais de manière argumentée et raisonnée, c'est que je pense qu'on a dépassé certaines limites. On est excessif et outrancier parfois dans la rémunération de certains traders, footballeurs ou patrons de grands groupes qui touchent en moyenne plusieurs millions d'euros par an. Et je pense que là, on est déconnecté à la fois de la réalité sociale, de la réalité financière et de la réalité économique tout simplement. Vous évoquez le cas des travailleurs précaires. Aussi, qui du patron ou du smicard a véritablement une rémunération indécente? En fait, les deux ont une rémunération indécente, mais pas pour les mêmes raisons, bien entendu. Je pense que les patrons de grands groupes qui sont héliportés par le pouvoir politique, qui n'ont pas vraiment créé ni d'emploi, ni de valeur financière depuis 10 ans dans notre pays, sont trop payés, donc ils ne sont plus rémunérés à leur juste valeur. Mais je crois que aussi, ce que l'on appelle la classe des travailleurs pauvres, c'est-à-dire les gens qui travaillent, qui ont une activité, qui ont un travail, mais qui ne peuvent plus vivre décemment de leur travail, ne sont pas rémunérés à leur juste valeur et donc ont une rémunération indécente parce qu'elle est trop basse. Et là, je voudrais donner un chiffre. Dans notre pays, 30% de la population active totale gagne le SMIC ou moins que le SMIC. Je rappelle aussi qu'un travailleur pauvre gagne environ 800-700 euros par mois net, ce qui est inférieur d'abord au seuil de pauvreté. Et quand on gagne 700 ou 800 euros dans une grande ville comme Montpellier, Brest ou la région parisienne, je crois qu'on ne peut plus vivre décemment. Dans votre ouvrage, vous n'épargnez pas les grands patrons. Sont-ils selon vous trop payés ou méritent-ils leur rémunération? Alors, vous l'avez bien mentionné, c'est vraiment les grands patrons, c'est-à-dire les patrons de grands groupes, puisqu'en France, il y a environ 300 000 dirigeants salariés, que je qualifierais de patrons, qui ont des équipes à gérer. Le salaire, la rémunération nette moyenne de ces 300 000 dirigeants, elle est de 55 000 euros net par an, ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme pour quelqu'un qui a pris des risques sur son patrimoine, sur ses biens personnels. Ce que je critique, c'est les rémunérations vraiment excessives des très grands patrons, en particulier ceux du CAC 40, qui en moyenne, d'après mon enquête, gagnent environ 8 millions d'euros par an. Et là, à part quelques exceptions, je pense que c'est totalement injustifiable, injustifié et illégitime. En les payant moins, ces patrons, court-on le risque de les voir partir à l'étranger?
Alors ça, c'est un argument qu'on voit souvent fleurir dans la presse ou dans les cafés du commerce, qui est un mythe. Ça, c'est un véritable mythe inventé, je ne sais par qui, peut-être des chasseurs de tête, peut-être par les patrons eux-mêmes, parce que là, il faut être très très clair avec ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Il n'y a pas de marché mondial des patrons pour les patrons français, à part quelques exceptions, des gens comme Owen Jones avant ou Carlos Ghosn qui ont une mobilité internationale forte, tout simplement parce que les patrons ne sont pas transférables aussi facilement qu'un joueur de foot. Dire qu'il y aurait un marché mondial des patrons pour les dirigeants français, ça voudrait dire par exemple qu'en ce moment, il y a une pénurie de patrons aux États-Unis, que Coca-Cola, Pepsi-Cola, Microsoft, je suis désolé de citer ces marques, sont à la chasse désespérée d'un PDG et qu'ils sont en train d'offrir quotidiennement des ponts d'or au PDG d'EDF, de Vinci, pour prendre la tête de Microsoft, de Coca-Cola ou Pepsi-Cola. Et ça, c'est une ineptie, ce n'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut penser sérieusement une seule seconde qu'il y a une pénurie de managers aux États-Unis et que chaque jour, Coca-Cola cherche à débaucher férocement le PDG de Total ou de la BNP? La réponse est non, parce que diriger une banque en France, ce n'est pas du tout diriger une boîte de soft drink ou de micro-informatique aux États-Unis. Quelle est votre position parallèlement sur les rémunérations des footballeurs ? Alors, la rémunération des footballeurs, c'est un cas un peu plus particulier parce que là, il faut éclairer le grand public. Il faut séparer deux choses. Il faut séparer ce qui est la rémunération proprement dite et puis ce dont on parle aussi, les transferts de club à club. Là, il faut être un peu didactique. La rémunération des footballeurs, elle est faite de plusieurs couches. Le salaire de base, les primes, les bonus, les droits à l'image collective, les droits à l'image individuelle, etc. Et elles sont basées sur une chose qui est la rareté. C'est qu'il n'y a qu'un seul Messi, comme il n'y avait qu'un seul Zidane, par rapport à une masse de clubs qui demandent ces joueurs. Il y a beaucoup plus de clubs qui demandent Messi qu'il n'existe de Messi qui joue comme Messi au football. Et donc, ce déséquilibre entre l'offre des rares stars et des clubs nombreux européens qui veulent les embaucher fait que leur salaire et leur rémunération augmentent. Maintenant, quand on parle de la partie transfert, il faut savoir que ce ne sont pas les joueurs qui touchent les transferts. Quand Cristiano Ronaldo est transféré pour 90 millions d'euros de Manchester au Real Madrid, c'est le club qui touche cette manne. Et puis, et ça c'est une grande différence avec un professeur, un instituteur ou un patron, un footballeur, ce n'est pas tout à fait un salarié. J'allais dire que ce n'est pas tout à fait un être humain, dans le sens où c'est un actif au sens comptable, c'est-à-dire c'est un objet, c'est une marchandise humaine, si vous me permettez cet oxymore. C'est quelqu'un qui peut être vendu, acheté, qui ne se possède plus, puisqu'il appartient par contrat au club, et qui peut être vendu et acheté à un club concurrent avec une plus-value. Alors qu'on ne peut pas vendre le PDG de Total à Exxon en faisant une plus-value, comme on ne peut pas vendre un salarié d'une entreprise à un concurrent en faisant une plus-value. Donc la différence fondamentale entre les patrons et les footballeurs, c'est que les patrons, ce sont des dirigeants salariés, mais ce ne sont pas des actifs qui peuvent être vendus, alors que le footballeur est à la fois un salarié, comme le jardinier du club, mais c'est aussi un actif, une richesse du club qui peut être vendue avec éventuellement une plus-value. Quelles notions, selon vous, devraient être mises en place pour parvenir à une juste évaluation du travail ? Eh bien, plusieurs éléments qui ont été un peu occultés ou effacés depuis la financiarisation de l'économie. L'utilité sociale, l'utilité esthétique, pourquoi pas l'utilité morale, et je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. Aujourd'hui, la seule rémunération du travail, elle est fondée sur une simple valeur, uniquement une valeur financière. Et c'est pour ça qu'un trader, un publicitaire, qui incontestablement sont moins utiles socialement qu'une institutrice, qu'un médecin du SAMU ou qu'une infirmière, sont beaucoup plus payés. Mais moi je pense que le travail, ce n'est pas seulement la valeur financière. Il y a bien sûr la valeur financière, il faut que celui qui travaille puisse rapporter à celui qui l'emploie, mais le travail c'est aussi une utilité sociale. Parce qu'une infirmière qui sauve des vies, ou un médecin du SAMU qui ce soir, cette nuit à Brest, va aller sauver une vie sur un accidenté de la route, c'est inutile financièrement, mais c'est très utile socialement, ça sauve des vies. Le travail, ça pourrait aussi avoir une valeur esthétique. Il y a des gens qui sont peu utiles financièrement, mais qui font des choses belles, des peintres, des artistes, des photographes, des écrivains. On a besoin aussi d'avoir des valeurs esthétiques
de beau ou de laid dans notre société. Et puis, le travail, c'est aussi une question morale. Il y a des gens qui sont peu rentables financièrement, mais qui, les travailleurs sociaux ou pourquoi pas d'autres professions, ont un sens moral très très fort. Et finalement, qu'est-ce qui est plus utile à la société? Le PDG d'une entreprise de pétrole qui pollue un golfe pendant des mois, ou quelqu'un qui enseigne dans un village de Bretagne à des enfants à lire et à écrire? Que souhaiteriez-vous provoquer grâce à ce livre? Alors moi, je souhaite provoquer au moins deux choses. D'abord, c'est un vrai débat, mais qui est ouvert, et on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que j'écris dans mon livre, sur la juste valeur du travail. Or, ce débat sur la valeur du travail, qui est très lointain dans l'histoire de l'humanité, qui remonte à Aristote, en passant par les pères de l'Église, Saint-Augustin, Marx, Keynes, les libéraux, c'est un sujet qui a été traité par de nombreux philosophes, économistes, etc. Depuis une vingtaine d'années, il a été vidé de sa substance. La valeur du travail, je le répète, a été réduite à sa simple valeur financière. Et je pense qu'il est très important, en Europe, aux États-Unis, mais aussi en France, donc, à s'interroger sur la juste valeur du travail, sur à quel niveau doit-il être rémunéré, en incorporant cette notion d'utilité sociale, esthétique ou morale. Et puis, de manière plus pragmatique, j'énonce dans mon livre des mesures, parce qu'il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à, et il faut dire aussi faire des mesures. Je pense que on devrait, fiscalement, parce que ce n'est pas à l'État à fixer les salaires dans les entreprises privées, s'interroger sur la mise en place de tranches de revenus exceptionnelles, au-delà des 41% qui sont le plafond maximum d'imposition sur des gens qui gagnent plus de 1, 2, voire 10 millions d'euros. Je pense qu'il y a certaines formes de rémunération que je dénonce dans mon livre, comme les parachutes dorés, qui sont des incitations à l'échec, comme les retraites chapeaux, qui viennent pérenniser des avantages liés à une fonction alors qu'on ne l'occupe plus. Je pense que ces formes de rémunération devraient être tout simplement interdites par la loi.